Hello hello mes qui voilà, c'est de nouveau Another Chapbook, je suis de retour enfin avec cette fois un top 10 des meilleures dystopies que j'ai pu lire. Donc d'abord dans un premier temps je vais vous présenter les classiques que tout le monde connaît, et puis ensuite je vais vous présenter quelques-unes des dystopies un petit peu plus coup de cœur personnel que j'ai lues, qui sont souvent de la jeunesse ou bien du young adulte, et je vais vous parler de tout ça. D'abord, je vais vous parler de The Handmaid's Tale, ou bien en français La Servante écarlate. Donc, The Handmaid's Tale se déroule dans un futur proche, dans un état totalitaire qui s'appelle la République de Gilead. Et cette République des Gilead, elle est située dans ce qui était auparavant dans cette histoire les États-Unis. Dans la République de Gilead, la religion domine. La religion est utilisée pour créer un état totalitaire. Et pourquoi la religion domine? Parce qu'en fait, le taux de natalité est en forte baisse depuis des années, notamment dû à des pollutions des eaux, pollution de la terre, etc., qui font que les femmes et les hommes d'ailleurs n'ont plus autant de possibilités de se reproduire. Et donc l'enjeu de faire des enfants devient quelque chose qui est détenu par les gens qui ont du pouvoir. Comment? Et tout simplement, les femmes sont utilisées, elles sont divisées en plusieurs catégories. Il y a tout d'abord les wives, en français c'est donc les épouses, qui sont donc les épouses des commandants, les commandants qui sont les hommes qui dirigent cet état totalitaire. Ensuite il y a les martas, qui elles s'occupent de l'entretien de la maison et de la cuisine. Ensuite, il y a les écono-femmes, écono-wives, qui sont les femmes des hommes qui sont plus pauvres, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des martas. Et puis ensuite, il y a les servantes, dont la fameuse servante écarlate, qui est dans cette histoire le personnage qui fait la narration, qui est Offred. Je crois que c'est Defred en français. Et donc Offred et les autres servantes, elles sont destinées à la reproduction. C'est-à-dire qu'elles sont ramenées dans les maisons des commandants avec leurs femmes, et il y a une cérémonie durant laquelle elles sont littéralement violées pour faire des enfants. Ouais, je sais, c'est horrible. Il y a une autre catégorie de femmes qui sont les Jézabel, qui en fait sont un peu comme des prostituées pas totalement légales, qui sont utilisées par les commandants pour leurs désirs et leurs pulsions. Toutes les autres femmes qui ne rentrent pas dans ces catégories-là, qui sont soit trop âgées ou qui ont d'autres caractéristiques qui font qu'elles ne peuvent faire partie de ces catégories-là, elles sont envoyées dans les colonies où elles doivent manipuler des déchets toxiques et littéralement mourir en fait. Donc Offred dont je vous parlais, elle est dans la maison du commandant Fred et elle nous raconte son quotidien en tant que servante et en tant que handmaid. Donc elle nous raconte comment ça se passe, et puis elle se raccroche à ses souvenirs du passé, à ses souvenirs d'avant, à son mari Luke, à son amie Moira, à sa fille. Elle se raccroche à tous ses souvenirs du passé pour survivre. Elle nous raconte comme ça comment elle essaye de survivre. Et donc du coup la série qui est adaptée est à peu près similaire au niveau de la saison 1, elle est super bien adaptée. Sauf que la série est allée beaucoup plus loin dans l'histoire. Et du coup, il y a un gros point de différence entre le livre et la série, c'est la fin. En fait, à la fin du bouquin de Handmaid's Tale, je vais pas vous décrire ce qui se passe, je vais pas vous décrire ce qui nous est raconté, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça nous donne un grand message sur l'histoire et comment ce livre peut être perçu comme une grande leçon historique. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant et intelligent de faire ce lien entre la dystopie et l'histoire avec un grand H. Donc ensuite, vous connaissez tous Le meilleur des mondes, Brave New World. Enfin, je dis vous connaissez tous, c'est pas grave si vous connaissez pas, hein, c'est pas un drame, mais bon, beaucoup de gens connaissent parce qu'on l'étudie notamment à l'école. Et donc Le meilleur des mondes a été écrit par Aldous Huxley en 1932, 30 et quelques. Et c'est une des premières dystopies qui ait jamais été écrite. Le meilleur des mondes se déroule dans un monde qui est un peu alternatif au Londres actuel, on va dire. Donc la première scène, c'est des étudiants qui sont reçus dans un centre de conditionnement et de reproduction. C'est-à-dire que c'est un espèce de grand laboratoire dans lequel sont créés les humains dans ce monde. Les humains ne sont plus créés de manière humaine, ils sont créés de manière scientifique dans des éprouvettes.
Et dans le meilleur des mondes, en fait, on catégorise les gens, dès l'éprouvettes, on modifie leur génome afin qu'ils correspondent à une certaine catégorie d'humains. Donc ils vont être soit des alphas, soit des bêtas, soit des gammas, etc. Ces petits embryons vont naître et vont être élevés dans ce centre, dans ce même bâtiment, mais dans un endroit qui est appelé un centre de conditionnement. C'est un livre qui est hyper intéressant sur la notion de conditionnement dans la société, à quel point on peut s'habituer à certaines choses, et je trouve que c'est d'ailleurs un livre qui peut très bien résonner si vous le relisez en ce moment, notamment avec tout ce qu'on a pu subir durant la crise sanitaire, comment on se conditionne hyper rapidement au changement de situation et à des règles qu'on nous impose sans vraiment pouvoir ni même penser à les questionner. Et justement, en parlant de questionner son monde, un des personnages dans Le meilleur des mondes, Bernard, va se poser plein de questions, et parce qu'il ne correspond pas totalement dans ce monde, il n'arrive pas totalement à s'intégrer, tout simplement parce qu'il n'a pas le physique de sa catégorie sociale. Donc lui c'est un alpha, mais il n'a pas le physique à 100% d'un alpha. Donc on va souvent le critiquer, et puis ça va le toucher, et lui il va remettre en question les choses. Un jour il va décider d'emmener une fille gamma, je crois. Ouais, une fille gamma qui s'appelle Lénina, sur laquelle il a un petit crush. Il va l'emmener dans un voyage chez les sauvages. Oui, parce que du coup, on peut voyager chez les sauvages dans ce monde-là. Les sauvages, en fait, c'est le Nouveau-Mexique, évidemment. Et donc, du coup, il va faire ce voyage. Et puis, dans ce voyage, il va découvrir, oh, mais il y a un homme qui s'appelle John et qui est blanc, qui vit dans la réserve des sauvages. Et cet homme-là, il parle parfaitement anglais. Et puis ensuite, il va lui faire découvrir sa mère qui est en fait une ancienne bêta qui s'est retrouvée là. Du coup, il va ramener ces deux anciens membres de son état, de son pays, dans son Londres, et puis Bernard va devenir tout d'un coup, il va avoir beaucoup de succès parce que tout le monde veut voir ce sauvage qui parle parfaitement anglais, qui a la peau blanche, etc. Sauf que tout ne va pas se passer de manière paisible. Il va y avoir beaucoup de friction. Et puis voilà, je vous laisse découvrir ça si vous ne l'avez jamais lu. Encore une fois, la plupart des gens ont tous entendu parler de 1984 de George Orwell, qui est un peu le maître de la dystopie quand même, on peut le dire. Moi j'ai eu beaucoup de mal à lire 1984 la première fois que j'ai essayé de le lire, honnêtement. En fait je l'ai lu la première fois quand j'étais au lycée. Ensuite à l'université, quand j'ai relu 1984 en anglais, j'ai adoré. Donc à mon avis, je pense qu'il doit y avoir un petit décalage de style entre la traduction et l'original, et c'est probablement pour ça que j'ai pas totalement adhéré. Donc le récit se déroule à Océania, qui est une dictature où tout le monde est surveillé, tout le monde est observé, personne ne peut faire ce qu'il veut, tout le monde doit faire ce qu'on lui impose, ce que Big Brother lui impose, donc le chef du parti unique qui dirige ce pays. Donc dans ce pays, dans Océania, il y a 4 ministères qui administrent le pays. Il y a le ministère de la vérité, il y a le ministère de la paix, il y a le ministère de l'amour et il y a le ministère de l'abondance. Et ce pays, en gros, il a 3 slogans. Les 3 slogans sont un peu des oxymores en fait. Le premier slogan c'est « La guerre c'est la paix », le deuxième c'est « La liberté c'est l'esclavage » et le troisième c'est « L'ignorance c'est la force ». Voilà, joyeux encore une fois. Donc le protagoniste de cette histoire c'est Winston Smith qui travaille au ministère de la vérité, et en fait Winston Smith il est chargé de détruire des faits, des informations qui sont considérées comme nocives, et en fait du fait qu'il est en contact avec ces informations qu'il doit détruire et qu'il ne doit même pas considérer en les lisant, il se rend compte que ces informations rentrent quand même dans son cerveau, et au fur et à mesure ça va lui instiller un doute et il va commencer à devenir subversif, d'abord par la pensée et puis ensuite par ses actions, et il va essayer de le cacher tant bien que mal, mais ça va être très difficile. Voilà, et il y a aussi une très belle romance je trouve dans ce récit, même si c'est assez noir. Alors, dernier classique donc des dystopies qui ont été écrites au siècle dernier,
Bon, j'avoue que celui-là, donc c'est Childhood's End, et en français c'est Les Enfants d'Icare. Et en fait, celui-là, il est un peu à cheval entre la science-fiction et la dystopie. Du coup, ce livre il a été publié dans le contexte de la guerre froide, donc forcément le récit est implanté dans le contexte de la guerre froide. En gros, ce qui se passe, c'est qu'au moment où les soviétiques et les américains sont sur le point de s'envoyer des fusées les uns sur les autres, et ben il y a des suzerains extraterrestres qui vont apparaître. Et ces suzerains ils vont arriver sur des vaisseaux géants, tout le monde va regarder ça d'un œil flippé mais aussi fasciné. Et en fait ils vont choisir un seul ambassadeur à qui s'adresser parmi les humains, et cet ambassadeur c'est Karelen. Et un seul extraterrestre va s'adresser à lui, c'est Stormgren. Mais ces deux, donc Stormgren et Karelen, vont jamais se rencontrer jusqu'à 100 ans plus tard, parce que Stormgren dit à Karelen que ils ne peuvent pas se révéler pour le moment parce que les humains ne le supporteraient pas, la vue de ces extraterrestres. Et en fait, ces extraterrestres, ils vont ramener la paix dans le monde, ils vont ramener la technologie dans le monde, ils vont ramener tellement de choses très positives. C'est-à-dire que c'est une ingérence et c'est une colonisation qui est faite de manière très douce, entre guillemets. Et cette colonisation va se faire sur plus de 150 ans, donc à force les gens, les nouvelles générations s'habituent en fait à ces suzerains et ça devient une normalité. Et donc du coup, comme je vous disais, au bout de 50 ans les suzerains se révèlent, et là les Karelen et les humains comprennent pourquoi ils ne s'étaient pas révélés auparavant, parce que ils sont trop impressionnants et laids. Ils ressemblent à des diables, donc étant donné que les humains ont cet impact religieux, l'impact de la Bible, l'impact des religions, etc. encore en eux, ils avaient peur d'être vus comme des diables. Et puis ensuite, au bout de 100 ans, les suzerains vont révéler pour quelles raisons ils sont réellement là. Et je vais pas vous le dire, je vous laisse le découvrir dans le livre. Bon, maintenant je vais passer à la deuxième partie de cette vidéo et je vais vous parler des dystopies qui sont pas des classiques, qui datent de ce siècle et qui sont pour la plupart jeunesse ou young adulte. Donc la première c'est Entre chien et loup, qui est une dystopie incroyable que j'ai lue quand j'étais au collège. J'ai pas eu l'occasion de la relire, mais il faut absolument que je le fasse. Et une série a été adaptée par la BBC de cette dystopie, qui est en 3 tomes il me semble. Et en fait dans Entre chien et loup, on est dans un monde qui est semblable au nôtre, plus ou moins, sauf que il y a quelque chose qui est inversé. C'est-à-dire que il y a les primas, qui est la classe dominante, qui sont en fait des noirs. Et puis il y a les nihils, qui sont la classe un peu plus oppressée ou bien discriminée on va dire, et qui sont en fait les blancs. Et donc dans ce récit, il y a deux personnages qui vont se rencontrer, qui sont l'un prima et l'autre nihil. D'abord c'est Sephi, qui est fille de ministre prima, et Callum qui est nihil, et dont la mère était la nourrice de ses filles. Donc évidemment ils vont grandir ensemble, et puis ensuite à l'adolescence ils vont tomber amoureux, et puis tout va aller contre eux en fait, tout va... leur famille, la société, tout va essayer de les empêcher d'être ensemble, donc c'est un peu Roméo et Juliette. Sauf qu'il y a l'élément de la race qui est là en plus, qui est bien présent. L'élément politique il est vraiment présent dans cette dystopie, c'est-à-dire que la question de la discrimination, du racisme, de l'impact historique du racisme, elle est claire, et c'est assez fort d'avoir réussi à détourner cette chose, quoi, cette question de racisme et de discrimination, de l'inverser pour voir réellement ce que ça pourrait être dans l'autre sens. Toute la société est vraiment inversée, c'est-à-dire que l'impact du racisme qu'on connaît et qu'on voit partout dans la politique, dans l'éducation, dans le travail, dans l'urbanisme, enfin dans l'histoire, l'impact du racisme il est partout dans notre monde, et bien dans ce monde-là,
tout ça en fait est inversé et c'est hyper fort ce que Malory Blackman a réussi à faire là-dessus. Bon, ensuite il y a Hunger Games évidemment, enfin, je veux dire Hunger Games quoi, c'est la base. Qui ne connaît pas Katniss Everdeen qui va se présenter pour participer au jeu dans lequel les adolescents doivent s'entretuer pour distraire les riches et pour empêcher les pauvres de se rebeller quoi, c'est... Bref, The Hunger Games quoi, incroyable. Bon, ensuite il y a La Voix du couteau qui se déroule dans un monde où il y a une guerre qui dure depuis des années avec le peuple, le groupe des Spackles. Et en fait, dans ce monde-là, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Et il n'y a quasiment pas d'enfants, il n'y en a qu'un seul. C'est Todd Hewitt. Et Todd Hewitt, c'est un enfant qui est bientôt un adolescent, voire même un adulte, puisqu'il va avoir bientôt 13 ans et qu'il va rentrer dans le monde des adultes. Et en fait, ce monde, ce qu'il a de particulier, pourquoi il n'y a pas de femmes, c'est qu'en fait, les femmes ont été décimées par le virus du bruit. Le virus du bruit, c'est quoi? C'est qu'en fait, les hommes, toutes leurs pensées sont entendues par les autres. Il y a un bruit qui est constant, un brouhaha constant, toutes les pensées de tout le monde sont entendues par tout le monde. C'est flippant. Donc Todd Hewitt, il habite dans cette ville qui s'appelle Prenticeville et il est sur le point donc, de devenir un homme et de lui aussi entrer dans le monde du bruit. Mais tout d'un coup, sa vie va être bouleversée par le fait qu'il va découvrir un endroit où il n'y a pas de bruit. Un endroit où il y a le silence constant. Il va s'empresser de vouloir en parler à ses parents adoptifs qui sont deux hommes, Ben et Killian. Mais ça va être très dangereux pour lui, cette information. Et donc du coup, cette information va l'emmener jusqu'au bout du monde, jusqu'au nouveau monde. Il va devoir fuir tout simplement. Parce que c'est une information dangereuse, quoi. Je ne vais pas vous en dire plus. Et donc du coup, ce livre aussi, il a été adapté en film. Et le film est sur Prime Video. Sauf qu'il n'y a que le premier livre qui a été adapté. J'ai vu le film, c'est une super bonne adaptation, j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite, une autre dystopie qui m'a beaucoup marquée, elle s'appelle La Déclaration. Du moins le premier tome s'appelle La Déclaration par Gemma Mallet. Ça se déroule en Angleterre en l'an 2140 et ça se déroule dans un monde où les gens peuvent vivre de manière illimitée. Mais pour ce faire, ils doivent refuser d'avoir des enfants. Mais donc forcément, il y a des gens qui font des enfants puis qui les abandonnent ou enfin voilà, il y a toujours des cas spéciaux. Et en fait, donc ces cas spéciaux, Anna, qui est le personnage principal de ce livre, en fait partie. Et elle vit dans un endroit qui s'appelle le pensionnat des surplus. Et Anna a tout oublié de son passé, elle ne connaît pas ses parents, elle ne se souvient pas d'eux. Elle va tout faire pour travailler dur, pour être une bonne citoyenne, pour effacer la faute de ses parents et se faire enfin accepter dans ce monde. Jusqu'au jour où elle rencontre Peter, qui est un garçon qui semble la reconnaître visiblement, mais qu'elle ne connaît pas. Et ce mystère va l'emmener bien loin, et je vous en dis pas plus. L'avant-dernier, donc la 9e dystopie dont je voudrais vous parler, et pour une fois une dystopie française, c'est Felicidad par Jean Mola. Ça se déroule dans un monde en fait qui est tout simplement l'Europe, qui s'appelle Grande Europe. Et donc dans ce monde, tous les citoyens de Grande Europe ont le droit au bonheur. Le bonheur est littéralement un droit, mais aussi un devoir. Ce qui fait que les gens qui sont là pour servir les autres, qui s'appellent des parhumains, et un jour, quand certains d'entre eux vont décider de se rebeller, on va considérer que ça met en danger la sûreté de ce pays. Et il y a un enquêteur qui s'appelle Alexis Decked qui va enquêter là-dessus. Du coup, il va se demander si
la rébellion des parhumains ne serait pas liée à la mort de leur créateur, qui est un généticien qui s'appelle Chulcher. Et donc ce généticien, il a été assassiné. Puis il va rencontrer une femme qui est une parhumaine dont il va tomber amoureux. Et du coup, plein de questions vont se bousculer dans sa tête, toutes les vérités qu'il a sur son monde, comme le bonheur étant un devoir. Il va se poser plein de questions au fur et à mesure de son enquête. Et c'est super intéressant et je vous recommande. La dernière dystopie dont je voulais vous parler, c'est Cinder de Maria Meyer. Et cette fois, c'est une dystopie, mais encore une fois, c'est aussi de la science-fiction et c'est aussi de la réécriture de contes. C'est-à-dire que, peut-être que vous l'aurez compris, Cinder, Cinderella, Cendrillon, voilà, du coup c'est la réécriture du conte de Perrault, Cendrillon. Et en fait, donc Cinder, c'est le personnage principal qui est issu d'une famille où elle n'est pas vraiment bien considérée. Cinder, elle est à moitié humaine, à moitié robot, et elle est aussi une mécanicienne très douée. Et quand sa ville où elle habite, qui s'appelle la Nouvelle-Pékin, devient ravagée par une peste, elle va en fait découvrir que c'est elle qui doit se battre et utiliser son secret pour sauver ce monde. Alors, petit livre bonus, donc cette fois c'est pas un roman mais c'est un manga qui est dystopique et qui s'appelle Ikigami. En fait, dans Ikigami, on est dans un monde, dans un pays, plutôt dans une nation, où pour rappeler aux humains la valeur de la vie, chaque année, il y a des personnes qu'on tue, auxquelles on donne 24 heures avant leur sentence. Et ces humains, c'est toujours des jeunes entre 18 et 24 ans, pour vraiment leur rappeler la valeur de la vie, quoi, parce que vous êtes jeunes, mais vous mourrez quand même. Et en fait, ils peuvent pas échapper à ce sort, puisque tout simplement, il y a une microcapsule qui leur a tous été injectée à leur entrée à l'école. Donc tout le monde a eu une microcapsule, mais pour certains, bah, ça va les tuer un jour et d'autres non. Et le truc, c'est que ils vont tous ceux qui sont destinés à être tués vont recevoir 24 heures avant l'annonce comme quoi ils vont mourir. Et donc en fait, Ikigami, chaque tome du manga plutôt, nous raconte l'histoire d'un personnage ou même plusieurs des fois, auquel on annonce qu'il va mourir. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir, quand tu sais 24 heures à l'avance que tu vas mourir, bah, qu'est-ce que tu vas faire. Et donc là, on suit ces personnages en découvrant ce qu'ils font dans leurs dernières 24 heures. Est-ce qu'ils sont dans le désespoir? Est-ce qu'ils sont heureux parce que certains sont suicidaires? Est-ce qu'ils sont malheureux? Enfin, est-ce qu'ils décident de faire des choses qu'ils ont toujours voulu faire? Est-ce qu'ils décident d'être violents? Bref, c'est super intéressant humainement, je trouve, même si c'est une dystopie qui est assez flippante quand même, puisque ça a tout du réel. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on pourrait quasiment imaginer. Et ensuite, je voulais vous parler quand même une petite mention spéciale pour 3 dystopies que j'ai beaucoup aimées dans le passé, mais qui ne sont plus dans mon petit cœur aujourd'hui. D'abord, la première, bah, c'est Divergente, qui est aussi très connue, qui a été adaptée en film, etc. J'aimais beaucoup, mais puis aujourd'hui, avec le recul, j'aime beaucoup moins cette dystopie. Ensuite, la deuxième, c'est La Sélection. Pareil. Je pense que même quand je l'ai lu, La Sélection, j'avoue que j'aimais bien, mais quelque part, je détestais certains des personnages. et quelque part, il y a aussi... c'est une dystopie qui est quand même basée sur des concepts hyper misogynes, etc. De la télé-réalité, enfin bref. Et la troisième, c'est Insaisissable, Ne me touche pas, le premier tome, de Tahereh Mafi. Et j'avoue que pareil, c'était une dystopie que je trouvais haletante, mais quand je la lisais, honnêtement, je trouvais pas que c'était... j'avais pas la sensation que c'était véritablement une dystopie. Je trouvais que c'était plus une saga à suspense, un peu dans le genre thriller, avec beaucoup de romance, énormément de romance, des triangles amoureux, et j'avoue que c'est pour ça que
même quand je la lisais à l'époque, je m'en suis lassée au bout de quelques tomes parce que les triangles amoureux, j'ai jamais vraiment aimé ça. Et puis en plus, il y a ce côté un peu, il y a un manque de remise en question de la société dans cette dystopie, c'est-à-dire que je n'arrive pas à voir ce que j'aime d'habitude dans les dystopies qui nous permettent de réfléchir sur notre société et remettre en question le monde dans lequel on vit de plein de manières. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour d'autres recommandations livresques. Et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok où je suis beaucoup plus active. Ciao!